Qui n'a pas été bluffé par les cascades de James Bond? Il en faut du boulot pour faire des trucs pareils dans tous les sens. Et oui, il faut de la précision, du timing, de la robustesse, de l'endurance. On a l'impression que ce sont les spécificités d'une Omega Seamaster 300. Et bien, c'est beaucoup plus que ça. C'est avant tout les compétences des cascadeurs et des chorégraphes qui sont au service du célèbre agent secret. J'ai le grand plaisir aujourd'hui, il est à côté de moi, d'accueillir Bond, Olivier Bond. Et oui, c'est le chorégraphe des scènes de combat des 2 derniers James Bond, Spectre et No Time to Die. Il va nous raconter une Omega Seamaster 300 très particulière. Et oui, c'est Daniel Craig lui-même qui lui a offert. Restez avec nous, on va peut-être savoir, peut-être, hein, tu nous diras, si nos Seamasters préférés résistent à ces cascades exceptionnelles. C'est parti pour un nouvel épisode de James Bond. Salut Olivier. Salut Xavier. Ça va? Ça va et toi? Je t'appelle Olivier ou James? Olivier, c'est rare, restons simples. Restons simples. Alors, franchement, quand j'ai su qu'on allait enregistrer cet épisode, j'étais excité comme un dingue. Ah ouais? Pourquoi? Bah ouais. Bah attends, franchement, James Bond, c'est un personnage légendaire. C'est un personnage imaginaire, un roman au départ. Ouais. Y a plein d'acteurs qui l'ont incarné. Et toi, tu as incarné le cascadeur qu'est James Bond, etc., au travers de cascades, de chorégraphie et tout ça. Ouais. Tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure. Et là, tu as quoi au poignet alors? Tu as une Seamaster. On est tous des fans d'Omega, les amis, vous le savez, moi le premier. Tu as une Omega Seamaster 300 que Daniel t'a offert. C'est ça. Ça, c'est donc, comme tu as dit, l'Omega Seamaster 300 que j'ai eu des mains de Daniel Craig le dernier jour de tournage. Il est venu me voir en me disant qu'il avait un petit cadeau pour moi. Il m'a dit, tu ouvres ça chez toi, tu l'ouvres pas ici. Et quand je suis rentré, en fait, j'ai pas pu attendre de rentrer chez moi. J'ai été dans le bureau. Ouais. Et je m'y attendais pas du tout. Et j'ai ouvert le sac et j'ai vu la boîte Omega, coffret magnifique en bois. Et j'ai ouvert et j'ai découvert la montre qui était dedans. Et, le dernier jour de tournage. Le dernier jour de tournage. Ou de No Time to Die. De No Time to Die. Ok. C'était sur No Time to Die. Et, Oui, mais attends, celle-là, ouais. celle-là, elle ressemble. Attends, elle ressemble à celle. Ah non, pas celle dans Spectre, etc. Mais celle dans No Time to Die, elle est en titane. Ouais. Elle est en titane, couleur brune. Elle est comme ça, tu veux dire? Oh là là là. Parce que j'en ai eu une autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est. Ah oui, celle-ci, c'est celle qui est sortie en série limitée à 7007 exemplaires. Et qui est en titane. Qui est en titane. Et c'est celle que Daniel porte. Enfin, pas celle-ci, mais en tout cas, c'est exactement ce modèle qu'il porte dans No Time to Die, qu'il a tout le long du film. Ouais. Et celle-ci, je l'ai eue, c'est un cadeau des producteurs de Barbara Broccoli et de Michael Wilson, en remerciement et pour le succès du film. Voilà, donc j'ai eu la chance d'en avoir 2. Mais comme celle-ci, celle-là, pour le coup, je peux la voir? Ouais. Donc celle-là, ah oui, effectivement, elle est super légère. Celle-ci, c'est en titane. Donc tu as eu les deux à l'occasion de No Time to Die. C'est ça. Celle-ci, elle fait 97 grammes, donc elle est vraiment très légère. On le sent, elle est complètement différente de l'autre. Rien à voir. Alors, rien à voir. Celle-ci, moi j'aime bien lui donner un look un petit peu sport, tu vois, avec un bracelet un peu là. Et celle-ci, elle a un look un peu plus classique. Donc en fonction de. Tu peux me la passer, celle-là? Bien sûr. Ouais. Donc en fait, tu alternes. Oui, bah, voilà, c'est en fonction de l'humeur, de l'envie, de comment t'es habillé. Voilà. Donc là, tu t'es dit sport, pull noir, bleu marine. Voilà, bracelet assorti au pull. Bracelet assorti au pull. Nickel chrome. Effectivement, l'écart de poids est quand même impressionnant, surtout que là, on n'a pas de bracelet en acier. Je regardais tout à l'heure, effectivement, donc celle-là est siglée No Time to Die, comme celle que tu peux acheter dans le commerce, sauf que la tienne, elle est personnalisée pour toi. Ils m'ont fait l'honneur, aussi bien Daniel Craig que Barbara Broccoli et Michael Wilson, de graver la montre. Et je crois d'ailleurs qu'on ne peut pas faire, je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. Mais comme Daniel étant ambassadeur d'Omega et puis James Bond, évidemment, ils ont eu la gentillesse de me marquer un petit mot, Barbara et Michael, et de personnaliser cette montre. Et ainsi que Daniel, qui m'a fait graver un petit message derrière la montre. Voilà. Love DC. Love Daniel Craig. Alors que là, on a To Oliver, Love Michael and Barbara. C'est ça. Michael and Barbara, c'est les enfants d'Albert Broccoli,
qui est le Michael J. historique. Wilson, c'est ça. Et Michael J. Wilson est le demi-frère de Barbara. D'accord. C'est ça. Ok. Donc là, on a deux modèles qui sont en termes de, on va dire, de forme de boîtier qui sont très similaires. Alors par contre, couleur, finition, design du cadran, qui a absolument rien à voir. On a un petit look vintage sur celle-là. Ouais. Et celle-là, on a quelque chose de plus, on va dire, de plus, je serais tenté de dire plus minéral, plus moderne. Ouais, plus clinquant, entre guillemets. Oui, mais c'est ça que j'aime bien, moi, avec ce style de montre. En tout cas, enfin après, on en parlera, mais justement, j'aime pas, moi, quand c'est un peu trop clinquant, quand c'est trop voyant. Comme, j'aime bien les montres assez sobres. Ouais. Et je trouve que ces deux montres ont le bon rapport, justement, en termes de sobriété et de... Même si elles restent quand même assez flamboyantes, elles sont quand même sobres. Et moi, c'est ce qui me plaît. Ouais, bah tu vois, je sais pas si tu le sais, mais il y a tous les invités passent à la question sur un sujet, c'est quel est l'adjectif qui pour toi caractérise. Alors, j'ai envie de dire cette montre, mais là, il y en a deux. Donc, on va, dans les deux cas, c'est sobre. Dans les deux, où tu ferais une différence entre les deux. Peut-être celle-ci est moins sobre. Ouais. Effectivement. Plus originale. Celle-ci, je dirais originalité. Ouais. Singularité. Ouais. Et celle-ci, je dirais, oui, plus... je sais pas quel adjectif je pourrais lui donner, celle-ci. Moi, pour moi, enfin, c'est des montres qui valent quand même cher, donc j'ai envie de dire c'est une montre que je peux mettre tous les jours, mais c'est un peu la montre passe-partout, c'est-à-dire que c'est une montre, celle-là, elle peut être sport en fonction du bracelet que tu lui donnes. Toi, moi, je lui mets un bracelet comme ça, elle fait sport. Ouais. Si tu lui mets un beau bracelet... avec le bracelet acier je l'ai pas avec le bracelet acier, c'était un autre bracelet qui était cuir aussi, mais pas comme ça du tout. Ouais. Tu peux le mettre en bracelet strap ou autre. Et si tu mets un bracelet acier et tout, elle devient beaucoup plus classique. Bien sûr. Donc en fait, elle est assez passe-partout, cette montre. Tu peux lui donner le look que tu veux en fonction du bracelet. Et celle-ci aussi, je sais qu'elle a des bracelets... on peut changer les bracelets, lui mettre un bracelet comme ça si on a envie. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'elle a vraiment tout son cachet avec un bracelet titane comme ça. Ouais. Bah, c'est clair que souvent, celle-là par exemple, qui est en acier, tu la mettrais avec un bracelet acier, elle fait au moins le double du poids de l'autre. Il y a un truc que je trouve très sympa dessus, c'est qu'il y a deux verres qui sont complètement différents. Là, on a un verre saphir double dôme dans le jargon, je pense, hein, c'est-à-dire bombé à l'intérieur et à l'extérieur, alors que là, c'est pas le cas, le traitement anti-reflet n'est pas pareil. Moi, c'est paradoxal, mais je trouve que celle-là flash plus que celle-là. Ouais. Tu vois ? Sinon, mêmes aiguilles, même logique, même mécanique. Là, j'ai envie de te dire, Olivier, mais avec ces deux montres, tu parlais de prix, qui est en fait une notion de valeur, mais pour toi, la valeur, là, c'est pas le prix. Non. C'est le souvenir, c'est l'émotion qui vont avec. Totalement. Mais pour moi, ces montres-là, d'ailleurs, c'est pas parce que c'est des Omega ou des montres dites de luxe que je suis fier de les porter. Pour moi, c'est la symbolique. C'est une symbolique. Moi, la première chose, alors ça va peut-être te faire rire, mais à laquelle j'ai pensé quand j'ai eu cette montre-là, je me suis dit, je me suis vu quand j'allais avoir 80 ans, et que j'allais donner cette montre, parce qu'à l'époque, j'en avais qu'une, j'avais pas eu l'autre. Celle-ci, c'est plus récent, c'est à la sortie du film que je l'ai eu. Ouais. Je me suis dit, je serais fier de donner cette montre à mon fils, parce que pour moi, c'est le symbole de se dire, il faut croire en ses rêves. Parce que si on m'avait dit il y a 10 ans que je travaillerais sur un James Bond, que j'allais régler les cascades d'un James Bond, et que Daniel Craig allait me donner une montre personnalisée avec une petite signature pour me remercier, je l'aurais jamais cru. Ouais. Et pour moi, c'est ça représente la symbolique de croyez en vos rêves, ça peut arriver. Voilà. Ouais. On dit souvent en Angleterre, d'ailleurs, où les Américains disent be careful what you wish for. Voilà. Il y a 10 ans, quand on avait fait un film avec l'équipe, un gros film américain, on s'était dit qu'est-ce qu'on peut espérer de plus, on s'est dit un James Bond, mais on a dit ça en rigolant, et puis c'est arrivé. Puis on en a fait 2. Voilà. Génial. Alors pour le coup, No Time to Die est sorti en 2021, mais ça devait sortir quoi en 2018 non, 2019 non, on a commencé la prépa en novembre 2018. Ouais. On a terminé le tournage le 28 octobre 2019. Donc c'est un film qui devait sortir en 2020. Ouais, puis ça a été décalé avec la pandémie. Exactement. Ouais, décalé. Donc ce qui veut dire que en fait tu as reçu celle-ci de Daniel Craig. En main propre. En main propre à la fin du tournage, donc octobre 2019. Et celle-là au moment de la sortie ? Je l'ai reçue par la poste, parce qu'en fait, ils avaient prévu, j'étais invité à l'avant-première de James Bond au Albert Hall à Londres. Ouais. Et parce que ma femme était en tournage et que j'étais seul à m'occuper de mon fils,
J'aurais pu faire garder mon fils 2 jours le temps d'aller là-bas, mais il y avait un risque avec le Covid qui était que si jamais j'étais testé positif là-bas, j'étais en quarantaine, il fallait que je reste bloqué là-bas 10 jours. Ouais, bien sûr. Donc je me suis dit, voilà, c'était très compliqué, j'ai pas voulu prendre le risque d'aller là-bas et j'étais à l'avant-première française. Et en fait, ils avaient prévu de me remettre cette montre-là là-bas, quand je les verrais. Et comme je n'ai pas pu y aller, ils m'ont demandé, j'ai reçu un petit mot de la production me disant, tiens, Barbara aimerait connaître ton adresse, tu peux lui donner. Et j'ai reçu un paquet par la poste et je ne m'attendais pas du tout. Mais vraiment pas, hein. C'était une boîte en plastique avec du papier. J'ai dit bon. Et là, je mets ça à la maison, je fais mes affaires, machin. Puis à un moment, j'ouvre le paquet. Je pensais que c'était des goodies, comme on dit. Je pensais que c'était des t-shirts, des casquettes, quelque chose en rapport avec l'avant-première du film que j'avais raté comme j'étais pas là. Ouais. Et en fait, je déballe tout ça et là, je vois la panoplie, le petit boîtier, parce qu'elle a un boîtier un peu spécial, comme un peu en cuir, roulé comme ça, avec la montre dedans. Et je vois Omega, No Time to Die, je dis non. Je me dis non, c'est pas possible. Et là, parce que j'en avais déjà une, donc je me dis, ils vont pas en faire une autre. Et j'ouvre le paquet et je découvre la montre et c'est hallucinant. Je pense que c'est les seuls producteurs au monde à faire ça. Parce que ça, dans les deux cas, c'était une surprise. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tradition où il y en a une, où elle est différente en fin de tournage, il y a une fête, il y a une soirée, il y a un truc. Oui, en général, ça se perd un peu, mais en général, quand il y a une fête de fin de tournage, et puis il y a toujours chacun, en général, les producteurs ou le réalisateur ou l'acteur principal fait des petits cadeaux pour l'équipe pour remercier tout le monde. Mais ça peut être des t-shirts, ça peut être, comme je dis, des goodies, des casquettes, des choses et autres. Mais bon, là, c'est des cadeaux très, très, très onéreux. Ah oui. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc ça, et dans Bond, je sais que je ne suis pas le premier régleur cascade à avoir eu en remerciement une Omega. Donc, mais je pense qu'il n'y a que sur James Bond qu'on voit ça. Ouais. Je n'ai pas eu d'écho. Il y a pour la petite histoire, je sais que Keanu Reeves, sur Matrix, avait offert, lui, des motos à ses cascadeurs. Parce qu'il a sa propre marque de moto, et c'est le seul acteur pareil à faire ça, et pour remercier de l'investissement du régleur cascade, du chorégraphe et des assistants, machin, ils avaient eu chacun une moto de sa marque. Donc bon, il y a des fois comme ça des super souvenirs. T'étais sur le dernier Matrix ? Non, moi non, je pouvais pas, non, j'y étais pas. Ah, dommage. Mais ça va, j'ai déjà une moto. Ouais, mais maintenant, tu as 2 montres. Ah oui, c'est ça. Maintenant, alors justement, les amis, moi je vais vous demander, franchement, puisque vous voyez les deux, là, elles défilent à l'écran, etc., dans l'onglet communauté, de voter pour celle que vous préférez. On va dire d'un côté celle que Daniel Craig t'a offert. On est vraiment sur une Omega Seamaster 300 qui est le symbole de cette Seamaster 300 depuis la fin des années 90. Avec vraiment un petit fine-tuning, etc. Et de l'autre côté, on a un modèle qui est quand même très 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 différent en termes de couleur, en termes de look, il fait un peu patiner, qui est ultra léger. On voit clairement le titane qui n'a pas du tout la même couleur que l'acier, qui est un peu terne, mais qui fait justement qu'elle est moins clinquante. Ben moi, je vais vous demander, les amis, de nous dire laquelle vous préférez. Et forcément, je vais te poser la question à toi. Laquelle tu préfères, Olivier ? Très dur comme question. Hein. Ah bah oui, mais attends, gros, c'est ça le sujet. Hein. Moi, je serais tenté de dire, je me sens... en tout cas, pour moi, celle que je préfère, c'est celle que je mets le plus souvent. Ouais. Et je dirais que c'est plus celle-ci. C'est plus celle-là. Ouais. Parce que je la trouve plus dans mon style à moi, dans ma personnalité. Et celle-là, je vais la mettre, par exemple, tu vois, les fêtes de 31, si je m'habille bien, si je suis un peu un look un peu classique. Ouais. J'aime bien mettre celle-ci. Voilà, je trouve que... Mais voilà, au quotidien, j'ai envie de dire 80% du temps, je préfère mettre celle-ci. Ouais. Est-ce que c'est indiscret de te demander laquelle t'a fait le plus plaisir ? C'est différent. Daniel, ça a été un choc. Parce que déjà, ça s'est passé de la main à la main. Il m'a serré dans ses bras, il m'a dit merci. Et on avait vécu une aventure, c'est 1 an. Hein. C'était une très très longue aventure, c'était très compliqué comme tournage. Un Bond, c'est jamais facile. Et puis quand on arrive au dernier jour, surtout pour un régleur cascade comme moi, quand il n'y a pas eu de blessés, que personne n'a fini à l'hôpital, que tout le monde est sain et sauf et que tout s'est bien passé, et que les acteurs sont contents, que les producteurs sont contents, c'est qu'on vous remette ce cadeau-là, c'est encore une fois une symbolique de vous avez bien fait votre travail, et puis c'est un souvenir qui ne part à jamais, quoi. Donc qu'on a pour toujours.
Donc j'ai envie de dire, celle-là, elle m'a marqué à vie. Et s'il y a une des montres que je dois remettre à mon fils plus tard, ce sera sûrement celle-là. Bien sûr. Parce que voilà, celle-ci, c'est Barbara Broccoli, Michael Wilson que j'adore. Et c'est un remerciement dans un deuxième temps, j'ai envie de dire, parce que le succès du film. Mais puis il y a cette complicité que j'ai avec Daniel aussi. Je me permets de l'appeler Daniel. Hein, c'est pas je me la pète, mais c'est juste que c'est vrai quand vous avez travaillé pendant... Tu l'as côtoyé Non, mais c'est ça, mais pour certaines personnes, je sais que des fois on me dit tu l'appelles Daniel. Oui, mais enfin, dans la réalité... Tu vas pas l'appeler James. C'est, voilà, quand on travaille avec quelqu'un pendant un an, surtout que c'était le deuxième film que je faisais avec lui, donc on peut dire 2 années très très proches, on croise tous les jours et machin... À un moment, on ne dit pas Monsieur Craig, on s'appelle par nos prénoms, donc par habitude, je dis Daniel. Ouais. Même si je ne bois pas le café avec lui tous les jours. Hein, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime énormément et que je respecte énormément parce que pour son travail, parce que pour sa rigueur et parce que c'est quelqu'un qui, malgré toute la pression qu'il peut avoir sur les épaules, et il en a, parce que c'est pas simple de porter une licence comme ça et de porter un costume comme ça de Bond, parce qu'il était et producteur et acteur principal, et il doit s'entraîner, il doit être au top à tous les niveaux, il est de tous les plans. Il faut une énergie incroyable, et je trouve qu'il fait un boulot dingue, et quand quelqu'un comme ça vient vous voir en vous disant « merci, tu as fait un super boulot », et qui vous donne un cadeau comme ça, Est-ce qu'on peut dire que celle-ci que Daniel Craig t'a offert, il a remercié l'homme, Olivier. Et là, c'est tout aussi sympa de le faire, etc., de Barbara et son frère Broccoli. Mais finalement, là, ils ont remercié aussi l'homme, forcément. Mais ils ont remercié le professionnel, celui qui a fait son métier. Tu vois la nuance? Et c'est peut-être probablement ça qui te touche beaucoup. Ouais, c'est un peu des deux, parce que c'est très particulier. Barbara, Michael sont très particuliers comme producteurs. C'est des gens qui sont très famille. Quand on rentre quand on travaille avec eux, ils sont très fidèles. Ils aiment bien s'entourer de personnes avec qui ils ont déjà travaillé, en qui ils ont confiance. Je vais prendre l'exemple de Chris Cobold, qui est responsable des effets spéciaux sur Bond c'est son 14e Bond, donc voilà, hein, c'est pas n'importe qui. Il en a fait 14, donc ils se connaissent depuis plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et Barbara et Michael, ils ont cette particularité qu'ils essaient de créer une espèce de famille et que les gens se sentent bien. Et ils mettent tout le monde à l'aise avec ça et ils n'arrêtent jamais de dire merci à tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est pas que les chefs de poste. Une équipe, c'est 250-300 personnes. Multiplier ça par 2 équipes de tournage, ça fait 600 personnes. Si le stagiaire régie ou quelque chose a quelque chose à dire à Barbara Broccoli, il pourra le faire. C'est pas juste le chef de poste. Ils sont constamment présents sur le tournage? Ils sont constamment présents, ils travaillent d'arrache-pied et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tout se passe bien et que l'équipe se sente le plus confortable possible parce qu'ils savent à quel point c'est compliqué. Et donc là-dessus, c'est des gens extraordinaires et je n'ai aucun problème à dire qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs producteurs et de loin avec qui j'ai travaillé et que je respecte le plus. C'est des gens avant tout humains. Voilà. C'est pas que, ils ne voient pas que les dollars ou que les sous. Non, pas du tout. Alors, les amis, on va se régaler tout à l'heure dans la séquence recto-verso, mais avant ça, Olivier, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant. Mais normalement, l'invité, quand il me passe sa montre, je l'essaye. Tu vois. Et si elle me va, je repars avec. Faut les essayer. Tu sais que je pratique les arts martiaux depuis quelques temps. Bon, ok, je vais les essayer, les amis. Mais les essayer, il n'y a aucun problème. Voilà, repartir avec, ça va être difficile. Alors, tiens, moi j'aime bien les montres vintage et tout ça. Donc je suis venu, les amis, avec une toute dernière Tissot bracelet intégré, tu vois, toute petite. Tiens, je te la passe. Alors je l'essaye celle-là. Alors si elle me va celle-là, c'est que la... les mecs, je vais me chauffer, je vais leur faire un Gedenbarai. Gedenbarai, c'est une technique de karaté, ça. Oui, alors je suis pas très spécialiste en karaté, moi. Mais bah écoute, il va falloir que tu me montres si t'es bon, parce que franchement, les amis, elle me va nickel chrome, cette... Ok, donc premier essayage, donc normalement, je repars avec. Je sais pas si la productrice Barbara va être d'accord. Et là, tu as un plus gros problème, mon cher Olivier, c'est que comme tu as un bracelet NATO, forcément, je vais trouver un trou dans le bracelet qui fait qu'elle va m'aller nickel. Et tu n'as vraiment pas de chance parce qu'on a vraiment le même poignet, quoi. J'ai pas le même niveau en cascade, les amis, qu'Olivier.
Dites-nous celle que vous préférez. Moi, personnellement, je préfère celle-là. Laquelle? Celle-là? Celle-là, ouais. D'accord. Pourquoi? Elle est beaucoup moins consensuelle, en tout cas pour moi. Là, on est trop dans une Omega Seamaster 300 qui est pas ma cam personnelle. Là, je trouve qu'on est sur un truc complètement différent. Je peux pas les garder, elles sont gravées à ton nom. Ben oui, c'est un peu l'idée, hein, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'ils puissent les garder, les amis. On va se retrouver tout à l'heure dans la séquence recto-verso. On a plein de trucs à raconter sur le monde des cascades. Nous, on est des bourrins, hein. On regarde juste à la télé et au cinéma ce qui se passe, mais l'envers du décor est sûrement passionnant. Mais avant ça, on passe à la séquence souvenir. Là, franchement, quel âge as-tu 49 ans. 49 ? Ouais. Ouais, il va falloir te payer une belle montre pour tes 50 piges bientôt. Ah bah écoute. Ou alors, les amis, il ne nous l'a pas dit, mais peut-être qu'il a déjà été sélectionné pour le prochain James Bond, mais ça, j'ai bien peur qu'on ne le sache pas. Est-ce que tu te souviens comment tu es venu au monde? Parce que là, ta demande d'une valeur inestimable. Financièrement, je crois que la No Time to Die en titane est à pas loin de 9000 balles, mais c'est rien par rapport à la valeur émotionnelle. Mais qu'est-ce que tu as comme cheminement dans l'horlogerie avant d'en arriver là? Parce que moi, j'aurais, ne serait-ce que l'une ou l'autre, j'arriverais pas à en porter d'autres. Bah, en fait, moi, je me suis, pour la petite histoire, offert ma première belle montre. Quand je dis belle montre, c'est des montres chères. Quand j'ai fait mon plus gros film américain à l'époque, qui était Safe House, avec Denzel Washington et Ryan Reynolds. Je suis parti tourner ce film à... Safe House ? Safe House, Sécurité rapprochée, le titre français. Et on a tourné en Afrique du Sud pendant 6 mois. Ouais. Et là, tu faisais quoi dans ce film-là? Là, j'étais chorégraphe des combats. Chorégraphe, ok. Ouais. Donc t'écris, tu scénarises les combats. Bah, en fonction du scénario. Voilà, il y a un scénario, et puis il est écrit que Denzel rentre dans la pièce, des armes de mercenaires, les frappe et les assomme. Moi, je vais proposer une idée avec ça, je vais répéter, je vais filmer, je vais faire ce qu'on appelle une prévise, c'est-à-dire que je vais faire un pré-tournage que je vais proposer au réalisateur, à l'acteur, avec des cascadeurs, et si ça leur plaît après, eh ben, je répète ça avec l'acteur, et on est prêt à tourner. Et donc, en quelle année, Safe House? Safe House, c'était en 2011, je crois, ou 2010. 2011, il me semble. Et donc, on va dire que ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et là, la prod ne t'offre pas de montre. Non, mais moi, comme je suis en plus en Afrique du Sud et qu'on va avoir la détaxe, machin, tout ça, j'avais envie d'immortaliser, entre guillemets, ce souvenir. Et je me suis dit, je vais m'acheter pour la première fois une montre un peu onéreuse. Et j'avais pris à l'époque, j'aimais beaucoup, mais encore aujourd'hui, mais pas toutes, mais j'aimais beaucoup la Tag Heuer modèle Carrera. Et c'est la montre que je me suis achetée, c'était la première montre. Vraiment... Tu l'as fait graver ou pas? Non. Non. T'aurais pu, hein? Oui, j'aurais pu, mais... Non, pas forcément. Pourquoi tu as choisi une Tag Heuer? T'es branché sport automobile? Ça t'évoquait quoi, Tag Heuer? Ouais, j'aime bien un peu le sport automobile, mais c'était surtout le look de cette montre. Parce que j'aime pas toutes les Tag Heuer, évidemment. Mais celle-ci, j'aimais bien. C'est une montre que j'avais vue plusieurs fois en vitrine. Parce que bon, dès que, comme beaucoup d'entre nous, quand on passe devant une marque, que ce soit Rolex, Omega, machin, on a souvent tendance à s'arrêter à regarder. Et pour moi, c'était des montres, quand je voyais les prix des Rolex ou Omega, je me disais, mais bon, je ne pense pas qu'un jour je mette autant d'argent pour acheter une montre comme ça. C'est beau, c'est joli, mais c'est quand même très très cher. Et je trouvais que Tag, il y avait ce côté, encore une fois, un peu sportwear, un peu, pour certains modèles, et c'était des montres qui avaient quand même, en termes de mécanisme et tout ça, qui étaient de qualité, qui étaient un peu vintage, qui avaient un bon look, et je trouvais qu'en rapport qualité-prix, c'était assez intéressant. Et donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis, et sachant qu'encore une fois, moi à l'époque en Afrique du Sud, avec tax-free, machin, tout ça, j'ai économisé 30% du coût de la montre. Donc je trouvais que c'était le bon moment pour me l'acheter. Tu l'as encore? Ouais, bien sûr, ouais. Puis je la mets de temps en temps, je fais un roulement. Ça, c'est 2011. Ça, c'est 2011. La Seamaster 300 offerte par Daniel Craig, c'est 2019. 2019, pardon. Ouais, donc de 2011 à 2019, vous avez vu les amis, je suis, parce que là, il faut être précis. Précis comme dans les cascades, précision essentielle. Oui. Entre 2011 et 2019,
Il s'est passé quelque chose? Oui, j'ai acheté des montres, parce que j'aime bien les montres, hein, mais alors ma femme m'en a acheté, tout ça, mais plus pour bosser. J'avais des G-Shock que j'aimais bien, parce que je trouvais que c'était des montres très pratiques pour bosser, parce que dans l'eau, parce que la poussière, parce que résistantes à tous les chocs. Dans notre métier, nous, quand on règle des combats ou qu'on est sur des plateaux, machin, porter des montres comme ça, c'est un peu dangereux, parce qu'on n'a pas trop envie de les abîmer quand même. Donc j'évite. Et donc à l'époque, j'étais surtout G-Shock, parce que montre pratique. Et après, je suis passé, maintenant, aujourd'hui, quand je travaille, quand je suis vraiment dans les conditions de tournage et tout ça, je prends plus une Apple Watch ou quelque chose comme ça, qui est une montre un peu plus technique, parce que je vais me servir du chrono très précis, ou d'une alarme, où je vais pouvoir téléphoner, où je vais pouvoir me servir d'une lumière. Enfin, on fait plein de choses. C'est plus une montre, en fait, c'est une espèce de mini-téléphone qu'on a au vrai poignet. Gadget de James Bond. Ouais, c'est ça. Donc, ça dépend de l'utilité. Et puis j'aime bien justement ce côté, des fois, changer. C'est agréable, je trouve. Voilà, donc j'ai pas... Mais en tout cas, en montre de luxe, je m'en suis acheté qu'une. C'était la Tag Heuer il y a 10 ans, quoi. Plus de 10 ans même, tu vois. Voilà. Donc, donc toi, tu y vois deux choses. Tu y vois dans une montre, premièrement, un design qui te plaît ou qui te plaît pas. Voilà. Donc après, manifestement, on n'en a pas parlé, tu vois. Donc on rentre pas dans la mécanique, quartz, pas quartz, machin, etc. Puis après, il y a un autre volet qui est clairement là, l'outil professionnel. Dans le jargon des montres, peut-être que tu le sais pas, les amis abonnés, ils le savent, on appelle ça une tool watch. D'accord. Hein, il y a tout un tas de termes, etc. La tool watch, c'est la montre-outil, puisque effectivement, il y a, je sais pas, imaginons que tu fais de la plongée sous-marine. Dans les années 50, 60, tu n'avais pas de montre fiable qui allait sous l'eau, qui était étanche, ta montre s'arrêtait, tu n'avais plus le décompte du temps de plongée, tu ne savais pas que tu étais sous l'eau depuis 50 minutes, tu ne pouvais pas faire ton palier, ton truc, tu passais l'arme à gauche. Donc il y avait des outils comme ça de plongée, de chronométrie pour l'armée, pour les aviateurs, etc. Toi, l'autre volet que tu as, c'est que tu as besoin, en tournage, d'avoir un outil, très clairement. Et là, pour le coup, la smartwatch, elle est... c'est la killer app. Parce que... Pour ton métier. Bah oui, parce que encore une fois, elle est étanche, elle est pratique, je peux checker mes mails, je peux envoyer des messages. Et puis, je me rappelle, là, sur No Time to Die, j'avais des trucs à régler au chrono, vraiment à la seconde près. Donc voilà, c'était le parfait outil pour ça. C'est une montre qui est couteau suisse, quoi, où on a 10 000 trucs avec. Et donc pour moi, c'est la smartwatch, comme tu dis, c'était la montre parfaite pour travailler. Et puis pour être sûr aussi de pas... Enfin, encore une fois, c'est des montres que tu n'as pas forcément envie d'esquinter, d'abîmer, de traîner dans la poussière, tout ça, même si elles sont très résistantes et tout ça, mais c'est pas... Ouais, mais attends, les amis, je suis obligé de lui poser la question. Ça pose la question quand même de... non, mais alors attends, si le chorégraphe, le régleur, tu nous expliqueras ça tout à l'heure, lui, il porte une Apple Watch, que fait James Bond avec une montre mécanique, etc. Lui, il n'a pas peur de l'abîmer, les amis. Il me semble qu'il y a une scène dans un ancien James Bond où Q, c'est celui qui remet les gadgets, lui remet sa montre et lui dit « faut que tu en prennes soin, etc. » parce que c'est la 20e qu'on me donne. Donc il a dû en démonter un paquet, James Bond, des montres. Vous avez vu, il a la banane, hein, moi je suis subtil comme ça, c'est qu'il sait qu'on va passer au célèbre quiz. Alors, mon cher Olivier, je t'ai concocté 3 questions fort sympathiques pour pouvoir gagner, les amis, quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas la Seamaster 300 de James Bond, mais c'est la casquette d'Ali Schultz. Regarde, je la mets là. Et si tu gagnes au quiz, il n'y a pas de règlement, tout peut changer sur le quiz. Tu repartiras avec. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, vas-y. Alors, Omega apparaît pour la première fois dans un James Bond, dans GoldenEye en 1995. Avec réponse A, Roger Moore. Réponse B, Timothy Dalton. Réponse C, Pierce Brosnan. GoldenEye 1995, quel était l'acteur de James Bond? A, Roger Moore, B, Timothy Dalton, C, Pierce Brosnan. Allez, cadeau celle-là. Hein. Ouais, mais alors tu sais, je les mélange tous, moi, les James Bond, et je me... tu peux essayer de réfléchir par l'absurde. Pierce Brosnan, je pense pas, c'était après. Roger Moore. Roger Moore, c'est... Non, c'est...
Timothy Dalton. J'hésite entre Timothy et Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Peut-être Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, réponse C. Bonne réponse. Oh là là, ça y est, il mène 1-0 Olivier. Il avait déjà, pour le coup, une Omega Seamaster 300 qui était à quartz, qui ressemble beaucoup à la tienne, qui était un peu plus petite, mais elle était à quartz. Tu vois 1995, les amis, c'est le début du renouveau de l'horlogerie mécanique suisse. Mais d'un autre côté, les années qui précédaient, James Bond, il a eu beaucoup d'autres marques, clairement des modèles électroniques, digitaux, LCD. Et James Bond, quand même, c'est le monde du gadget, quoi. Donc quand les gadgets, tu vois, sont arrivés dans les James Bond, il fallait avoir ce genre d'outils. Franchement, on pourrait se demander quand est-ce que la prochaine montre de James Bond, c'est une smartwatch. Et là, ça va être un problème pour Omega, quoi. Tu vois, parce que c'est pas leur cas, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tu mènes 1-0. D'accord. Donc quand on mène 1-0, on est à 1 point de la victoire et peut-être de la casquette. Hein, mais normalement, c'est 3-0. Hein. D'accord. OK. Cherchez l'erreur parmi ces marques de montres portées par James Bond. Donc là, je vais te citer 3 marques de montres. L'une des marques citées n'a jamais été portée par James Bond. Réponse A, Pulsar. Réponse B, Seiko. Réponse C, Yema. J'hésite entre Pulsar et Yema, mais... Tu penses qu'il a une Seiko déjà? Attention, hein, quand je pose des questions, ça peut être une ruse pour ton Bourbet. Hein. Oui, non, bien sûr, mais... Réponse A, Pulsar. B, Seiko. C, Yema. Je sais pas, je vais rester sur ma première impression, je vais dire Yema. Yema il est bon cet Olivier. Il est comme ça, il est mine de rien, mais en fait, c'est ça. Alors, Pulsar, c'est une marque... maintenant, c'est Hamilton, hein, donc c'est suisse, mais c'était une marque américaine. Monde digital, Roger Moore. J'aurais pu mettre la mienne, parce que pour le coup, c'est la seule de James Bond que j'ai. Vous appuyez sur un petit bouton et ça te donne l'heure. C'est pas pratique du tout, puisque quand tu portes des sacs et que tu veux regarder l'heure, tu peux pas, parce qu'il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Seiko, il y en a eu plein. Effectivement, c'est vraiment la montre gadget. La Seiko à quartz LCD de James Bond. Roger Moore en a porté beaucoup. Yema, non, marque française, pas de montre James Bond. Alors qu'ils ont fait quand même une plongeuse étanche à 300 mètres, la première des montres françaises en 1963, à l'époque où il n'y avait que des submariners qui avaient le droit de citer. Quasiment, hein, il y a eu d'autres marques. Si vous voulez voir une vidéo très sympa des copains du Calibre, vous la regardez, elle est juste là, en haut de la fenêtre. Il y a toutes les montres de James Bond jusqu'au bout. J'aurais pu te mettre, vraiment là, ça n'aurait pas été sympa, Gruen, qui serait au conditionnel la première montre de James Bond, une Gruen 510. Eh ben, figurez-vous que ce soit ou non sa première montre, elle va bientôt passer sur la chaîne. Tu mènes 2-0. D'accord. Voilà. Et là, figure-toi, attends, bouge pas. Oui, la prod me dit qu'il faut gagner 3-0. Pour partir avec la casquette. Tu vois, c'est ça, il n'y a pas de règlement, c'est trop facile, sinon il faut que tu sois sous pression. Hein, je le suis là. Alors, bien sûr, une seule de ces affirmations est vraie concernant tes 2 modèles Seamaster. Réponse A, les 2 sont en titane. Réponse B, les 2 sont certifiés METAS. Réponse C, les 2 sont étanches à 300 mètres. Donc là, j'ai trois affirmations, il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Bah, les 2 sont étanches à 300 mètres. Les 2 sont étanches à 300 mètres. Donc les 2 ne sont pas en titane? Non. Les 2 ne sont pas certifiés METAS? J'en ai aucune idée. Ah, donc en fait, c'est quand même... Non, mais j'ai été vers le truc où je sais... Pour moi, c'est des Seamaster 300 mètres, donc ça c'est sûr, les 2 sont étanches à 300 mètres. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, certifié METAS, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, donc je ne pourrais pas te dire. Bonne réponse, les amis. Une victoire 3-0. Est-ce qu'on pouvait franchement imaginer moins que cela? J'aurais pu lui souhaiter bonne chance. Comme dans Taken, hein. T'as fait Taken, hein? Ouais, le premier. Hein, oui, bien sûr. Hein, Barbara à l'oreillette me disait, Xavier, you should make sure Olivier gets the cap because he's Jiu-Jitsu and Krav Maga
specialist. He blasted the Albanese villains in Taken. Ok, Barbara, pas de problème. Là, voilà la casquette. Il n'y a pas eu besoin de revoir le règlement. Il a gagné 3-0. Tonnerre d'applaudissements, les amis, pour cette belle victoire. Et t'as vu, elle est parfaitement réglée sur ta tête. Impeccable. Franchement, là, c'est beau. Le régleur de cascade, le chorégraphe avec une Omega Seamaster 300 et la casquette d'Ali Shoes, franchement, les amis, c'est de la balle. On enchaîne pour la séquence suivante, celle que vous attendez toutes peut-être, la séquence recto-verso. Donc là, tu as 49 ans, ouais. T'es aujourd'hui, ton métier, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Aujourd'hui, je suis superviseur de cascade. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui était le cas sur No Time to Die. Donc le dernier James Bond, superviseur de cascade. Mais de toutes les cascades? De toutes les cascades. Cascade de bagnole? De tout. Même si je m'entoure, parce que moi je ne suis pas un spécialiste des voitures, mais c'est-à-dire que s'il se passe le moindre problème dans n'importe quelle cascade, je suis responsable. Donc, in fine, je suis responsable de toutes les cascades, et c'est moi qui vais aller... Qu'est-ce que tu appelles un problème sur une cascade? Quelqu'un qui se blesse? Un accident, un problème technique, si quelqu'un de l'équipe est blessé, si une cascade se passe mal, s'il y a un accident, je suis responsable. Mais tu es aussi responsable du produit fini aussi. Bien sûr, mais j'insiste pour dire que moi tout seul, je suis rien. Non, mais sur le monde, on était 200, j'avais une équipe de plus de 200 cascadeurs. Waouh! Mais comment tu veux faire? On tourne avec 2 équipes. On a une main unit, une second unit, des fois une splinter unit. On tourne dans 4 pays différents. Main unit, second unit, c'est quoi? C'est main unit, c'est les scènes principales? C'est ça le... Main unit, c'est le réalisateur, l'équipe principale. C'est-à-dire qu'on a le réalisateur Cary Fukunaga sur No Time to Die, son chef-op, et les acteurs. Il tourne tout ce qui est avec les acteurs. Ok. Voilà, ça c'est l'équipe principale. Après, on a une second unit qui, en général, s'occupe de tout ce qui est action, cascade, ce qu'on appelle des plates, c'est-à-dire tourner des images qui vont servir après pour des fonds verts, des choses et autres. Je prends un exemple. Tu as une course-poursuite en bagnole. Tu as toute une série de plans où on ne voit pas Daniel Craig. Donc, il est doublé. Donc, s'il est doublé, c'est qu'il n'est pas là, il n'est pas dans la bagnole, etc. Là, c'est la second unit. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, tous les intérieurs avec Daniel seront tournés par la main unit. Et quand on va voir des voitures passer en large avec des cascadeurs qui conduisent, ce sera la deuxième équipe, la second unit qui va tourner ça. Okay. Et toi, sur No Time to Die, tu étais... Attends, redis-moi le terme. Superviseur des cascades. Superviseur des cascades. Donc, en fait, tu avais des cascades de bagnoles, les explosions, les scènes de combat rapprochées, à main nue. Les gunfights, tout ça. Quelqu'un qui tombe d'un toit, qui tombe par terre. À partir du moment où il y a un possible danger, où c'est de l'action, j'ai mon mot à dire et j'ai ma responsabilité dedans. Et après, à moi de dispatcher les bonnes personnes pour s'occuper des choses. Ça, c'était No Time to Die, sur Spectre. Sur Spectre, j'étais chorégraphe des combats. Donc là, je m'occupais que de tout ce qui était combat. Par exemple, sur Spectre, il y avait le combat de l'hélicoptère, le combat du train, les gunfights, les petites bagarres, quelqu'un qui se fait désarmer, qui se fait assommer, qui se fait étrangler, la scène où Léa Seydoux est enlevée dans la voiture, se débat dans la voiture avec la seringue, tout ça c'est des choses que moi j'ai préparées, que j'ai chorégraphiées. Voilà, et tu entraînes les acteurs, tu les fais répéter, tout ça. Justement, en termes de chorégraphie, tu t'es consulté. À un moment, comment ça se passe? Quand tu as fait le premier Spectre, tu vois, tu n'étais pas dans la famille Brocoli, on va dire. Donc, ils t'ont consulté, ils t'envoient des trucs et ils te disent « fais-nous une propale, qu'on voit un peu. » Et comment ils se rendent compte de ce que tu amènes? Parce que au départ, tu écris, mais ça ne suffit pas pour qu'on se rende compte de... Je fais ce qu'on appelle des prévises, des pré-tournages. C'est-à-dire que on a un endroit où on répète avec les cascadeurs, un hangar, une salle de répétition, ce qu'on veut. Et là, je mets en place, moi je prends une caméra et je tourne la chorégraphie à ma façon, je la monte. Donc il y a un cascadeur qui joue le rôle, si c'est James Bond, de James Bond. On a 3 cascadeurs, si c'est une bagarre à 1 contre 3 qui jouent les méchants. Et là, je filme cette bagarre, je la monte, je la sonorise, je mets des effets, des machins. Et là, en général, je fais 1, 2 ou 3 versions différentes. Je vais le prendre comme monteur de montre entre amis, les amis. Il va me mettre des trompettes et des coups de canard. Et je propose ça au réalisateur,
aux acteurs, et puis ça revient après aux producteurs, et quand tout le monde est d'accord, dire bah oui, ça c'est bien. Alors des fois le réalisateur me dit ah tu vois là je ferais peut-être ça, j'aime pas trop ce morceau-là, change-moi ce morceau-là, ou ça c'est trop court, ou ça c'est trop long, ou ça c'est trop violent. Le moment de cette discussion avec le réalisateur et ou avec le producteur, hein. Le réalisateur c'est celui qui embarque la créativité du film, et le producteur c'est celui qui paye. Quand tu discutes de ça, ils t'ont pas encore choisi. Ah si. Ah oui, ok. Non, tu parles de comment je suis choisi pour le rôle ? Non, mais en fait, à quel moment, tu vois, dans tout un tas de business, il y a quelqu'un qui cherche une solution ou qui cherche un produit, il va demander des devis, il va demander des propositions, et puis après, il y a une boîte qui est prise et d'autres qui ne le sont pas. Quand toi, tu bosses justement sur ces prévisualisations, t'es déjà engagé ? Ah ben, je travaille déjà sur le film. Non, moi au départ on t'appelle... Une fois que tu t'as fait ça, tu dis aussi, ça va coûter tant d'argent de le faire. Oui, bah après, t'es obligé, ça va avec, j'ai envie de dire, la responsabilité. C'est-à-dire que moi, si je vends une bagarre et je dis, voilà le produit fini, voilà ce que ça va être, on va me dire combien de jours pour tourner ça. Et puis, il faut que je quantifie, c'est-à-dire que... combien de jours, avec quelle équipe, combien de cascadeurs... Voilà, et puis qu'est-ce qu'on va avoir besoin, tu vois ? C'est-à-dire quand on tourne, par exemple, le train, sur James Bond, j'avais... en gros, je savais qu'il y avait une bagarre qui commençait dans le wagon-restaurant, contre donc Inks à l'époque, Dave Bautista, Daniel et Léa Seydoux. Après, à partir de ce moment-là, et que Inks devait tomber du train, mais j'avais rien, c'était à moi de tout créer. Donc le nombre de wagons, ce qui se passait, ce qu'on cassait, ce qu'on allait préparer, et tout ça, c'était à moi de l'imaginer, de le quantifier, d'aller voir tous les départements pour leur demander. En disant là, j'ai besoin de, tu sais, par exemple, quand on pète le poteau du bar et que le bar se ferme, je dis là, j'ai besoin de 6 répétitions. Au cas où on le fait 5 fois, 6 fois, parce qu'on ne prend pas à manquer. Là, il y a du feu, donc il faut que ce truc-là soit inifugé. Là, j'ai besoin de telle table qui va casser, donc c'est du balsa ou c'est du machin, biscuit form, comme ils appellent. Tel mur, il faut qu'il soit protégé. Là, il pourrait se taper la main, il faut que ça se soit protégé. Enfin voilà, donc tu anticipes tous les trucs. Et tu vas voir, on travaille avec tous les départements pour aller leur dire ce dont on a besoin. Les costumes, en disant bah tiens à tel moment il faut que son costume soit un peu plus large pour mettre telle protection. Et là-dedans tu précises aussi j'ai besoin des acteurs ou pas. Exactement. Et je fais un montage en disant voilà la partie que fait les acteurs, voilà la partie que fait la doublure. Ok. Donc là tu supervisais toutes les cascades sur No Time to Die. Tu étais le chorégraphe sur Spectre. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus te chercher? T'es français, là c'est le cinéma hollywoodien, très protectionniste quand même, hein. Ils aiment bien bosser entre eux, entre Américains. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus te chercher? En fait, il y a eu... en fait, c'est ma filmographie, c'est ce que j'ai fait avant. Celui qui m'a appelé, et merci à lui, c'est Gary Powell, sur Spectre, qui était donc coordinateur des cascades des 4 derniers Bond avec Daniel Craig. J'ai reçu un coup de fil un jour, m'a dit voilà, je suis Gary Powell, moi je le connaissais évidemment de réputation, puis j'avais déjà travaillé avec son frère, avec Greg Powell, et il m'a dit je prépare le prochain Bond et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble et que tu t'occupes de la partie combat. On a 2 gros morceaux de bravoure en termes de combat, et on en a parlé avec les producteurs, avec Daniel, on aimerait bien te rencontrer. Donc j'ai dit ok. Donc ça veut dire qu'ils avaient vu... Parce qu'ils avaient vu les films sur lesquels j'avais travaillé, et ils trouvaient que mon style, entre guillemets ma patte, correspondait bien à ce qu'ils cherchaient. Et ça plaisait à Daniel. Puis après, tu as ta réputation qui te suit aussi, parce que c'est pas juste comment tu lèves la jambe et comment tu mets un coup de poing, c'est gérer une entreprise. Tu t'imagines bien que quand tu es coordinateur de cascade, ça représente beaucoup d'argent. Donc ils achètent l'homme et ils achètent la confiance qu'ils ont dans ta capacité à délivrer le produit. C'est ça, un sérieux et c'est tout ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi la partie chorégraphique et style. Donc c'est très artistique, tu vois. Et donc moi j'ai été au studio de Pinewood. D'abord j'ai rencontré Barbara Broccoli, Michael Wilson, qui m'ont accueilli vraiment merveilleusement bien, qui m'ont donné une dizaine de pages de script, qui m'ont dit tu lis ça, prends ton temps, et après on organise une rencontre avec Sam Mendes, qui était dans les étages au-dessus. Réalisateur de Spectre. Et donc j'ai lu ça, et après je suis monté, j'ai rencontré Sam Mendes, on a parlé une bonne heure de ce qu'il avait en tête sur Spectre, de ce que j'avais fait, de ce que m'inspiraient les 10 pages que j'avais lues, de comment je voyais les choses, nanana. Puis au bout d'une heure, ils m'ont dit bah écoute, voilà, go, si t'es libre, on y va.
Donc c'est avant tout le fit humain. Oui, mais c'est important parce que... Non, mais quand je dis c'est avant tout le fit humain, il y a tout ce que tu avais fait avant, bien sûr. qu'ils ont vu, ils se sont renseignés, ils ont truc, ils ont machin, et puis il faut que humainement ça passe. C'est ça, mais c'est un très petit milieu, hein, tu sais, tout le monde se connaît. Ceux qui travaillent le plus sur des projets comme ça sont connus, ont une réputation, on a tous une réputation, et c'est pour ça que c'est beaucoup de pression, parce qu'on sait qu'une réputation, elle peut tomber du jour au lendemain. Pour une bêtise, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu pars sur un autre projet, tu remets tout sur la table, tu vois, parce que, évidemment, à chaque projet, on attend encore mieux de toi. Ouais. Parce que c'est un peu la course à l'armement aussi. Oui. Dans les films d'action, là, il y a une franchise, c'est James Bond, il y en a tout un tas d'autres qui existent sur le marché, chez Disney, anciennement, avec tous les blockbusters de Warner, comment ça s'appelle ? MGM ? Ouais, tout ça. T'as Fast and Furious, t'as été sur un Fast and Furious ? Les Jamis, j'ai regardé quand même sa fiche Wikipédia avant de le recevoir. Hein. Fast and Furious, c'était le premier, ta première expérience hollywoodienne ? Non, ma première expérience hollywoodienne, c'était Sans identité, film avec Liam Neeson. Très bien. Qui m'a... Je ne tire pas les pompes, les amis, mais c'est un bon truc. C'est le mec qui perd la mémoire, c'est ça. Qui est un chercheur, qui allait chercher un prix Nobel de je ne sais quoi, là, dans un pays scandinave. Ouais, c'est ça. Il se réveille et personne ne le reconnaît, en fait. Et moi, c'est grâce à Liam que j'ai eu ça, parce qu'en fait, on avait fait Taken. Donc mais Taken, c'est pas Hollywood ? Non, Taken, on l'a tourné à Paris. C'est Besson qui produisait. C'est EuropaCorp. Exactement. Et un lien très fort s'est créé avec Liam. C'est devenu un ami maintenant que j'aime beaucoup. C'est un monsieur extraordinaire. Et quand il a fait son prochain film, donc Sans identité, il a donné mon nom et il m'a dit « J'ai envie que tu viennes et que tu fasses le film avec moi ». Il a mis mon nom dans son contrat. Donc j'étais contractuellement lié à Liam Neeson. Et d'ailleurs, si vous regardez le film, vous me verrez dedans parce que j'ai un petit personnage avec... j'ai 3 scènes d'action avec Liam Neeson où je lui cours après, je me bats avec lui, une scène dans un hôpital, une scène dans... Et là, t'étais chorégraphe ? Là, j'étais cascadeur. Coordinateur cascade, chorégraphe, comédien. Ok. Et dans Taken, t'étais quoi ? Chorégraphe. Ouais. C'est vrai que Taken, pour les gens de notre génération, c'est quand même l'un des jeux d'arcade en salle, quand même, on pouvait bien bourriner. Hein. Tu tombes de Taken, là. Comment ? Tu te trompes de Taken. Taken, c'était pas en jeu d'arcade ? Non. Taken, là, le jeu d'arcade, c'est T-E-2-K-E-N. Taken avec Liam Neeson, c'est T-A-K-E-N. Ouais, mais ça, c'est pas issu du rien à vidéo, voir. Pour moi, c'était issu de... Ah non, rien à voir. Issu de ça. Non, Taken, le jeu vidéo... Franchement, le lien, il est... oui, mais non, ça... Je croyais. Ah non, ça n'a rien. Il y en a, c'est tiré c'est une BD manga avec des adversaires. Il n'y a pas d'histoire, en fait, dans Taken, véritablement. T-E-2-K-E-N. Ouais. Mais Taken, T-A-K-E-N, non, c'est une histoire... Et t'as fait les autres Taken derrière ? Non, j'ai fait que le premier. Donc, en fait, ça, produit en France par Luc Besson. Ouais. Voilà. Et en fait, avec un acteur mondialement connu, notamment avec l'énorme succès de La Liste de Schindler. Excellent acteur. Et ça t'a ouvert Hollywood, en fait. Ben, oui, en fait, il y a eu 2 films qui ont vraiment marqué, entre guillemets, quand je dis Hollywood, moi je ne suis pas une star, mais je veux dire, les gens, en tout cas du métier, qui s'intéressent à l'action, les producteurs et tout ça, c'était, dans ma filmographie, ça a été Taken, et ça a été Un prophète de Jacques Audiard. Voilà. Parce que, en fait, j'avais fait un grand écart entre un film d'action, et un film d'auteur, thriller, très réaliste, très noir, et les scènes de combat des 2, en tout cas, avaient beaucoup plu. Donc je pense qu'ils se sont dit, lui, il est capable de faire aussi bien entre guillemets, du bourrinage de l'action fun, et en même temps de faire du drama, du réalisme. Est-ce que c'est pas... Attends, je peux te chauffer un peu ? Bien sûr. Un prophète, franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment quand même, d'ailleurs comme la plupart des films de Jacques Audiard. Mais Taken, Un prophète et les 2 derniers James Bond, en termes de combat, on est très très loin d'un Matrix. Matrix, on est dans un univers au ralenti, qui avait d'ailleurs subjugué tout le monde sur le premier Matrix. Tout à fait. Ce qu'ils viennent chercher avec toi, c'est du réalisme. Oui, parce que moi... Pas du réalisme, on imagine que les mecs qui se battent vraiment, quand il y a besoin,
ils se battent comme ça. Oui, mais enfin, entre guillemets. C'est une version réaliste dans le cinéma. Pour être très clair, parce qu'une vraie bagarre dans la vraie vie, moi j'ai bossé 10 ans en boîte de nuit, tout ça, donc j'en ai vu plein. C'est jamais ça, c'est jamais aussi propre et tout. Mais le problème, c'est que si vraiment on était réaliste au possible, t'aurais des bagarres très courtes au cinéma. Ça serait beaucoup moins intéressant, ça serait beaucoup moins joli. Ouais. Donc il y a toujours une frontière, même quand on essaie d'être très réaliste, par exemple dans Un Prophète, il faut pas oublier quand même qu'on fait un film. Ouais, je comprends. Il faut un certain esthétisme, il faut quand même provoquer une émotion chez le spectateur. Donc si tu fais un truc qui est vraiment... L'idée, c'est pas de se sentir comme au journal de 20h, sinon on va voir le journal de 20h. Tu vois, on fait du cinéma à un moment donné. Ouais. Mais quand je dis réaliste, tu prends un film comme The Raid, une séquence de combat avec 2 mecs qui se foutent dessus pendant 9 minutes, y compris chacun 40 coups de coude, 20 coups de genoux dans la tronche, ont défoncé 3 murs et tout ça, qui saignent à peine du nez et qui sont encore debout. Là, on est totalement dans un truc totalement irréaliste. Ouais. Et The Raid, c'est toi ? Non. Est-ce que c'est pas ton style ? Ouais, c'est pas mon style, effectivement. C'est pas. Et ce qui veut dire que demain, toi, tu as ton style aujourd'hui. C'est ce que viennent chercher les producteurs, réalisateurs. Oui, et pas d'autres. Également. Et inversement, c'est ce que d'autres ne vont pas venir me chercher parce qu'ils savent très bien que c'est pas mon style. Comment t'es arrivé à ce métier-là ? Tu disais, tu bossais en boîte de nuit, donc quoi, t'étais gérant de boîte de nuit, t'étais videur de boîte de nuit, c'était un boulot à côté, t'es cascadeur de formation. Non, moi au départ, j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 10 ans. J'avais 2 passions très tôt, c'était les arts martiaux et le cinéma. Et je voulais, à l'âge de 15 ans, quand j'ai vu Van Damme, ça a commencé les arts martiaux avec Bruce Lee et tout ça, mais quand j'ai vu Van Damme, je me suis dit, putain, je vais faire pareil. Je me suis dit, c'est possible. Lui, il vient de Belgique, personne ne le connaît, il connaissait personne dans le cinéma comme moi. Et il a fait son trou, il est arrivé, il a convaincu Hollywood de le prendre. Et moi, je me suis dit, je vais faire la même chose en France, et puis parce que Belmondo, parce que tout ça. Donc je voulais lier ces 2 passions. Et en fait, la cascade, c'était la meilleure façon de lier ça. C'est-à-dire que je voulais devenir un comédien action, comme Belmondo, comme Van Damme. Et donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre pendant 7 ans, dans différents endroits, des cours d'acting. J'ai été faire de la figuration, mais je connaissais personne de près ou de loin dans ce métier, vraiment personne. Donc j'ai commencé tout en bas de l'échelle, j'ai été faire de la figuration. J'ai fait de la figuration sur des séries, des trucs pendant 2-3 ans. J'avais 3 boulots, parce que j'avais mes cours d'arts martiaux, j'avais mes cours de théâtre, fallait que je bosse la nuit pour payer tout ça, du coup, donc d'où le travail de nuit, d'où le travail dans les boîtes. Je travaillais au bar, j'ai fait un peu de porte, j'ai fait travailler dans des hôtels, j'ai distribué des journaux, j'ai fait 10 000 boulots, tu vois, pour me donner du temps, pour avoir du temps de m'entraîner, de passer des castings, de tout ça. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un comédien cascadeur qui donnait des cours de combat scénique, que moi j'avais vu en spectacle au Festival des Arts Martiaux à Bercy. J'ai été le voir, j'ai parlé avec lui, il m'a donné son téléphone. Puis j'avais un pote avec qui je m'entraînais à l'époque qui est venu avec moi. Et on a commencé à monter une petite équipe avec lui, à faire des petits tournages avec lui. Et puis il avait déjà lui une petite expérience que nous on n'avait pas, il nous a appris des choses. Et puis un jour j'ai passé un casting pour un jeu vidéo. Et on faisait de la motion capture. Alors, la motion capture, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous met des marqueurs partout sur le corps avec une combinaison. Et on fait tous les mouvements des personnages, des monstres et tout ça. Donc il y avait souvent des cascades, tomber, se faisait tirer dessus, machin. Donc j'ai fait ça. Et un régleur cascade est venu, un très important, qui s'appelle Philippe Guégan, qui venait d'avoir fait Jeanne d'Arc à l'époque, qui m'a vu, qui a passé 3 jours avec moi et qui a demandé ça s'est bien passé, on a travaillé 3 jours ensemble et 2 semaines après, il a demandé mon numéro à la prod. En disant, et il m'a appelé en me disant, écoute, je prépare une série qui s'appelle Largo Winch, la série Largo Winch. Est-ce que tu ferais une bonne doublure pour le comédien? Est-ce que ça t'intéresse? Moi j'ai dit, bah ouais, bien sûr. Et j'ai commencé à bosser avec lui. Et il m'a mis, et c'est avec lui que j'ai appris vraiment le métier de cascadeur. Donc j'ai fait des cascades pendant 15 ans, en doublure, alors j'ai fait de tout, percussion voiture, bagarre, chute de hauteur, voilà, feu et compagnie. Et puis je suis devenu son assistant. Et puis un jour, moi je commençais à régler les chorégraphies pour lui, à faire des choses, à prendre des plateaux, à avoir la responsabilité d'un plateau sans lui, avec l'expérience. Et puis un jour, il avait donc ce film Taken, et en même temps un autre film qui était Hitman. Il travaillait parce que c'est pas en France, c'est assez souvent qu'on travaille sur plusieurs projets en même temps, parce que contrairement à des films américains,
un film américain, il t'appelle le 4 janvier et tu sais que tu vas finir au mois d'août. Et tu es pris que sur ce film-là pendant 8 mois. Un film français, on va te dire, le tournage c'est de février à mai, mais tu auras une date le 15 février, le 17 avril et le 24 mai, tu vois. C'est lié à quoi cette différence des affaires de budget au global ? C'est pas les mêmes budgets, puis on fait pas des gros films d'action en France, très rarement. Donc en fait, on peut pas donc toi, tu es obligé de travailler sur plusieurs films en même temps pour vivre. Tu vois, tu ne peux pas travailler 3 jours en 6 mois, évidemment. Et donc, tu es obligé d'avoir plusieurs projets. Et donc, lui, il avait ce projet-là, Hitman et Taken. Et puis, à un moment donné, les plans de travail, c'est-à-dire un plan de travail, c'est apparaissent toutes tes dates, les jours de présence et ce que tu auras à faire à tout ça pour que l'équipe sache ce qu'elle a à faire. Ouais. Les dates se sont croisées et il m'a dit oh, je pourrais pas faire les deux. Il m'a dit occupe-toi de Taken et je fais Hitman. Et c'est comme ça que j'ai signé mon premier film en tant que chorégraphe des combats, c'était Taken. Ok. Hitman, c'était avec qui ? Hitman, c'était avec comment il s'appelle ? Ça ne me semble pas que ça a eu le même succès que Taken. Non, c'était l'acteur de Deadwood. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Tu le retrouveras. Son nom ne me revient plus là. Ok. Bon bref. Et donc il y a une petite part de chance quand même là-dedans. Parce que tu aurais pu être sur Hitman plutôt que sur Taken. Bien sûr. Donc tu n'aurais pas rencontré Liam Neeson. Totalement. Et derrière, tu n'aurais pas été sur Sans Identité et avec Et puis si Philippe vient pas régler, tu remontes plus loin. Si Philippe vient pas régler les cascades de jeux vidéo avec moi, je le rencontre pas, je suis pas double. Enfin, tu vois, il y a une petite part de chance. Bien mais sûr. Comme tu le disais tout à l'heure, par rapport au message que tu aimerais, et on te le souhaite dans le plus longtemps possible, sur ton lit de mort, offrir ta Seamaster 300 de Daniel Craig à ton fils, c'est que tu as aussi fait tous les sacrifices de ton côté pour réussir à faire que tu es là où tu es aujourd'hui. Oui. Sans rien que soit acquis. Ah mais non, mais... Tu disais tout à l'heure, ta réputation, elle peut être cramée, etc. Il y a eu un fait divers terrible sur un tournage avec Alec Baldwin, de la franchise qui jouait dans la franchise Jack Ryan, quand même, où il y a eu un décès avec une arme à feu. Ouais. Ça, c'est mauvais plan pour le mec qui est responsable des cascades, quand même. Ah non, ça c'est pas... là, non, c'est différent. C'est pas le cascadeur qui est mis en cause là. Là, c'est plus l'armurier. Ouais, mais l'armurier, à un moment ou à un autre, il est... Non, mais l'armurier, c'est très protocolaire sur un tournage. Et comment ça peut arriver, un truc pareil ? Moi, je me l'explique pas, mais en fait, quand tu sais justement le protocole sur un tournage des armes, justement, tu as un armurier qui vient avec ses armes, qui sont des armes qui ne peuvent pas tirer pour de vrai, qui sont préparées, qui sont des armes préparées pour les tournages, donc canon bouché, ce qu'on appelle, qui sont faites pour tirer à blanc, ou juste avec des... Tu sais, on a différentes doses de chargement, donc... mais en tout cas, c'est pas des armes, c'est des armes démilitarisées, c'est des armes qui ne sont faites que pour, justement... Si tu mets une vraie balle, tu as le canon qui pète, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc, et puis, il vient avec ses munitions, qui sont comptées, donc c'est lui qui est responsable de ses munitions, de ses armes et tout ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est avant de donner... Si toi, tu es acteur, moi, je viens de te donner ton arme pour faire la prise, je te la donne au dernier moment. Et devant toi, je prends l'arme, checké, je te montre vide, chargeur vide, clac, dans le vide, je te donne l'arme. À partir de ce moment-là, il n'y a personne d'autre que toi qui touche à cette arme-là. Tu fais ta prise, tu fais pan, 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 j'arrive. La première personne qui vient de voir, c'est l'armurier, qui reprend ton arme, qui check l'arme, arme vidée. Et si jamais tu dois tirer, il prend ton arme, il dit tu as 4 balles, arme chargée, prêt à tirer. Et là, tout le monde est au courant. Et là, tu as ton arme et tu es prêt. Et c'est l'armurier qui fait ça et personne d'autre. Donc, ça semble... Donc, je ne vois pas, quand tu connais ce protocole, sachant que les armes au départ ne sont pas des armes faites pour tirer, et qu'il n'y a qu'une personne et que c'est checké avant la prise et après la prise, ce n'est pas possible que l'accident arrive. Tu vois ? Donc, qu'est-ce qu'il a comme arme, James Bond, lui? Son pistolet préféré, c'est quoi? PKK, c'est ça. Ouais. PKK, ouais. Tout à l'heure, tu disais, dans le process, quand tu es rentré dans l'équipe de James Bond avec Spectre, donc tu rencontres le producteur, après le réalisateur, mais mine de rien, à un moment ou à un autre, ce que tu vends aussi, c'est quelque chose qui va nourrir la performance en termes de business du film, le nourrir créativement. Mais il faut aussi que tu te projettes avec la capacité de l'acteur à faire ce que tu as imaginé, puisqu'il n'est pas toujours doublé. Non, surtout Daniel, il fait beaucoup de choses. Comment tu le rencontres avant, à un moment, qu'est-ce qui se passe demain? Daniel Craig, on le voit physiquement,
putain, pour l'âge qu'il a, il est quand même super fit, etc. Il y a d'autres acteurs aussi intéressants où on se dit, waouh, ils sont quand même un peu moins, tu vois. Ça a une grosse incidence pour toi. Qui est le gars qui fait et comment tu vas t'entendre avec lui? Ah bah automatiquement, oui. Tu prépares pas... Ça veut dire qu'au départ, il t'adoube, le gars? C'est-à-dire que tu as la même discussion avec lui, s'il ne sent pas, ça ne va pas le faire? Ah bah, c'est obligé. Il y a une confiance mutuelle qui doit s'installer. T'imagines, à un moment donné, en tant que régleur cascade, tu vas être celui qui va dire à l'acteur, tu vas sauter de là à là et tout va bien se passer. Ou alors je vais te mettre... Est-ce que parfois il te dit, ouais, mais je le sens pas là? Ben, il a le droit, bien sûr. Non, mais qu'il ait le droit, c'est évident, mais... ça peut arriver. Mais il y a une immense dimension psychologique. De confiance et de don't worry Daniel, ça va le faire, oui, etc. Mais c'est ça, mais c'est tout ce cheminement à comment tu vas le préparer à faire telle action. Parce que chaque acteur est différent. Je ne prépare pas de la même façon Daniel Craig que Liam Neeson. C'est deux tempéraments totalement différents. Tu as raison de parler de la psychologie. Il y a beaucoup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour être un bon chorégraphe ou un bon coordinateur cascade, c'est pas juste savoir donner, être un super combattant et savoir donner des bons coups de pied. Parce qu'il y a tout, c'est même la dernière étape. Tu as la psychologie, tu as comprendre un scénario, tu as comment tu vas retranscrire et donner les informations aux autres pour être sûr d'avoir ce que tu as besoin le jour J. Le sérieux dans ton travail pour être sûr que le jour où tu vas tourner, tout sera en place, tout sera prêt, ce que tu as demandé sera là. Avoir donné les bonnes informations à ton acteur, être sûr que même au dernier moment que tu as bien pensé à tout, parce que notre métier à nous, c'est de minimiser les risques. Il y en aura toujours, sinon notre métier n'existe plus. Mais on essaie d'enlever plein de couches en disant ça c'est dangereux, ça. On essaie de penser à tout ce qui pourrait être dangereux. Donc tu as le risque humain pour une personne, bien qui sûr. blesse, qu'il tue, c'est dramatique. Dans le cas d'un James Bond, s'il y a le moindre problème, une jambe cassée, un truc fracturé, etc., avec le personnage principal, c'est le tournage qui s'arrête. Ça nous est arrivé sur Spectre. Daniel s'est pété les ligaments croisés dans le combat du train, mais c'était la faute à personne. C'est arrivé. Mais j'ai dû rendre un rapport de 3 pages aux assurances, expliquant tout, comment tout s'était passé. T'es engagé personnellement, toi, en termes d'assurance? Non, pas moi, non, parce que moi, je suis salarié. Okay. Mais c'est la prod. Mais par contre, pour chaque tournage, on le fait, ça aux États-Unis, en France. Ligament croisé, vous avez pris 6-8 semaines dans les dents. C'est ça, au moins. Ouais. C'est ça, mais encore une fois, il y a des assurances, et moi, je fais ce qu'on appelle, pour chaque cascade, pour chaque chose, pas en France, mais pour les films américains, un risk assessment. C'est-à-dire que je détaille tout ce qu'on va faire. Bien sûr, mais oui, parce que derrière, il faut qu'ils prennent les bonnes couvertures. Voilà, et l'assurance va prendre ce papier en disant, voilà, tu avais dit qu'il sautait de 2 mètres, est-ce qu'il a bien sauté? Ils vont tout vérifier ce que j'ai dit. Et il y avait des matelas au sol. Si le jour J, j'avais marqué matelas au sol et qu'il n'y a pas de matelas au sol et qu'il se pète une jambe, c'est ma responsabilité. C'est pour ça qu'un régleur cascade a vraiment plus de pouvoir, limite, qu'un metteur en scène sur le tournage. Enfin, quand on parle d'une scène d'action, si à un moment donné, le régleur cascade dit ça, on ne fait pas, c'est dangereux, on ne fait pas. Ou alors, s'ils veulent le faire, moi je me... on signe le waiver. Ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est la vôtre. Avec la prod. C'est ça. Tu disais dans ton parcours que tu voulais être comédien cascadeur. Pour nous, Français, et il nous a quittés en 2021, l'emblème du comédien cascadeur, c'était Jean-Paul Belmondo. Ouais. Qui a toujours eu, alors moi j'en sais rien, je ne fais que lire les journaux, les magazines, etc., qui avait la réputation de faire beaucoup de ces cascades. C'est le cas de Daniel Craig aussi? Oh, il en fait énormément. Il y a juste après une limite où c'est moi qui l'empêche de le faire. Enfin, moi ou les autres régleurs cascades ou les assurances. Parce que trop dangereux, parce que... Et quand tu dis les assurances l'empêchent, c'est-à-dire que tu as un assureur qui est là sur le tournage? Tu es obligé de... Quand je fais mes risk assessment, ils sont balancés aux assurances. Et les assurances décident à un moment donné aussi en disant, en fonction... On doit évaluer le risque. Toi, risque faible, risque moyen, risque élevé. Et quand c'est risque élevé, ils en parlent ensemble et après, on discute du fait de est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque-là pour la cascade qu'on a à faire, de mettre le film en péril et de mettre 300 ou 400 ou 500 personnes au chômage pendant 6 mois, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est très compliqué. Belmondo, c'était déjà une autre époque. Et c'était pas les films, c'était pas les mêmes coups, c'était pas les mêmes cascades, même si c'était dangereux. Attention, il a tout fait, notre Jean-Paul. Et moi, je suis fan total. Mais aujourd'hui, tu vois, quand on parle d'un James Bond, comme je te disais, on parle une journée de tournage, ça coûte dans les 500 000 pounds, tu vois, la journée.
Donc, faut pas qu'il y ait de problème. Mais donc, tu as l'assureur qui, lui, gère ça. Tu as le producteur qui, lui, veut aussi limiter ses risques. Tu as toi qui endosse la responsabilité. Mais tu as aussi le comédien. Le comédien, est-ce que ça t'est arrivé où tu avais Daniel qui te dit « I want to do it » et toi, tu dis « Non, no way ». Tu vois, parce que c'est son truc à lui. Ouais. Tu vois, tu peux avoir un acteur qui veut en faire le moins possible parce que c'est pas sa cam, et puis tu en as un autre qui dit non mais moi ça me plaît, et j'imagine aussi que moins le comédien principal est doublé, plus c'est réaliste. Bien sûr. Mais Daniel, il est partant pour tout à chaque fois. Et encore une fois, c'est moi qui suis on est obligé de le freiner en disant mais tu vas pas faire ça, c'est ridicule. On va te voir, tu vois, on va à peine voir, on va même pas te reconnaître. Prendre un risque là-dessus. Il n'y a que toi qui va, entre guillemets, satisfaire ton ego ou l'envie de faire ça. C'est idiot de prendre un tel risque alors qu'on ne verra pas. Un acteur, ça a toujours beaucoup d'ego. Oui, mais... Pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Oui, mais il est là et il tient à ça. Il sait que, justement, quelqu'un comme moi, je dis moi parce que là, j'étais en responsabilité sur No Time to Die, je suis là pour prendre la mesure et lui dire à un moment donné, Daniel, fais pas ça, c'est une connerie. Voilà. Après, s'il veut absolument le faire et qu'il y a un moyen de le faire qui diminue les risques et machin, je vais le faire. Mais si à un moment donné, le rapport risque-bénéfice est trop haut, je lui dis non. Et il ira pas, il me fera confiance. C'est pour ça que je suis là. C'est mon rôle, tu vois. Donc, il a besoin de personnes qui lui disent non aussi, des fois. Tu vois. Revenons sur la partie, on va dire, montre, Omega, etc. Omega, c'est un gros sponsor de James Bond. Il y a les sponsors bagnoles, il y a eu Aston Martin, il y en a d'autres, Land Rover dernièrement. Comment ça se passe humblement, les amis, si vous ne l'avez pas vu, la série Watch Out, il faut le regarder. Je porte plusieurs montres, etc. Donc il fallait que je scripte. Est-ce que là j'ai celle-ci, et là j'ai un retour en arrière, il faut que j'ai l'autre, etc. Comment ça se passe sur un tournage comme ça, où tu as Omega qui met du blé, donc qui veut quand même avoir une montre qui est vue, dans de bonnes conditions, etc. Il y a plusieurs montres qui viennent sur le tournage. Tu vois, il y a un responsable de l'armurerie avec les armes, mais il n'y a pas un responsable des montres. Enfin, comment ça se passe, cette partie placement produit et toujours être sûr qu'on a le bon raccord, il a toujours la bonne montre au bon moment. Et, par ailleurs, les plans spécifiquement business où on voit sa montre. Les plans business, alors déjà, c'est décidé en amont du tournage. Avec Daniel, les producteurs, Omega. Mais ça, moi, je ne suis pas présent à ça. Parce que moi, en tant que cascadeur, je n'ai pas mon mot à dire. Donc, il propose plusieurs, j'imagine. Non, mais quand il faut plier une Land Rover, tu es au courant. Oui, mais une Land Rover, oui, mais une montre. Tu avais, parce qu'on parle de montre, mais il propose plusieurs modèles de montres et tout ça. Et puis après, il tombe d'accord sur une montre. Et après, il y a des deals qui se font entre les producteurs et Omega, dont je ne sais pas. Mais en tout cas, tu dois évidemment reconnaître la montre à un certain moment. Et plus on la voit, plus j'imagine que ça leur coûte cher. Ouais. Voilà. Donc ils fournissent la montre gratuitement ou les montres. Nous, celle de Daniel que j'ai là, à l'époque du tournage, je pense qu'il n'y en avait que quelques-unes dans le monde. Et donc elle sortait d'un coffre, on lui mettait, hop, on reprenait la montre, on la rangeait pour être sûr qu'elle soit, parce qu'ils n'en avaient pas 10. Donc elle n'a jamais été pétée, c'est ça que tu veux nous dire? Non, elle n'a jamais été pétée. Eh ben voilà, c'est ça la robustesse des Omega Seamaster. Elle a été conçue comme ça. Après, il y a des pack shots, ce qu'on appelle, où c'est pareil, moi je ne suis pas présent quand on fait ça, c'est des plans vraiment... Bien sûr. Mais qui sur un tournage s'occupe de s'assurer que... voilà, entre les flashbacks, les trucs, les machins, les scènes, il a les bonnes fringues, il a la bonne cicatrice, il a le bon smoking. Ça, c'est le boulot de la script. Pas une script, c'est-à-dire c'est un boulot énorme qui va, par exemple, on se dit, voilà, dans un film d'1h30, ce décor, là, cette pièce, on va avoir 3 scènes, on a 3 séquences qui se passent dans cette pièce. Une dans l'historique, enfin dans l'histoire du film qui se passe jour 2, une le jour 10 et une le jour 30. Donc on ne va pas venir 3 fois pour tourner, donc on va tourner les 3 séquences, par exemple sur 2 jours, mais durant ces 3 séquences, comme ce n'est pas les mêmes jours, on n'est pas habillé pareil, on n'a pas forcément la même coupe de cheveux, peut-être qu'un jour on est rasé, l'autre on n'est pas rasé, peut-être qu'on porte une montre. Donc, tout ça, c'est la script qui va noter tous les détails en disant ce jour-là, il avait un peu transpiré, il avait les manches relevées, il avait telle coupe de cheveux, il était rasé très très près, il avait tout ça, pour que quand on vient tourner le lendemain et qu'on doit continuer cette séquence, on sache qu'on soit exactement ce qu'on appelle un raccord,
Si par exemple, moi je suis en train de discuter avec la casquette, puis dans le contre-champ, j'ai plus de casquette, il y a un problème, tu vois. Donc elle va te dire, bah oui, il avait une casquette ce jour-là qui était un peu de travers, qui était comme ça, il faut la remettre exactement comme ça pour que, au montage, on ne s'aperçoive pas des plans de coupe et qu'il y a eu tu vois, un espace-temps. Voilà. Donc c'est un script qui gère ça en fait. Ouais. Et tous les détails d'un plateau, et c'est beaucoup de boulot. C'est un truc de malade, les amis. Avant qu'on passe à la dernière séquence, parce que oui, il faut y aller, t'es sur quoi comme projet là? Tu peux nous en parler ou oui, là j'ai deux choses. Je suis en train de préparer mon film, moi, en tant que réalisateur. Ouais. Qui va parler de quoi? C'est ce qu'on appelle un buddy movie. Je ne peux pas trop en dire plus. Un buddy movie. Avec un U ou avec un O? Avec un U. Ouais, buddy movie. Un film entre copains? Un duo. Comme on fait là. Voilà. Satanas et Diabolo. Voilà. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est dans l'exemple d'un Arme Fatale. Ouais. Qui se tournera, si tout va bien, en mars 2023. Enfin, je commencerai à préparer en mars 2023. Ouais. Donc là, je suis en écriture pour l'instant. J'ai signé avec Gaumont et Inoxifilm. Bravo. Et quand tu dis ton film, donc tu as dit ton film et écriture. Donc tu es scénariste et tu seras réalisateur aussi? Scénariste, je suis co-scénariste. Et c'est une idée originale que moi j'ai eue, que j'écris avec un scénariste de métier. C'est pas le mien, mais j'apprends en tout cas ce métier-là. Mais en tout cas, j'écris avec lui. Ouais. Et avec l'acteur, un des acteurs aussi. Et tournage en 2023 ouais. Et sorti en 2024. Si on tourne en mars 2023, ouais, il y a de fortes chances que ce soit sorti en 2024. On est début 2022, donc là tu parles d'un projet dont le tournage va démarrer grosso modo dans 18 mois et qui sort un an plus tard, donc c'est on va dire 24 à 36 mois. C'est ça le timing d'un film toujours? Ça peut être beaucoup plus long que ça. Hein. Moi par exemple, là, ce film-là, j'ai commencé à travailler dessus l'année dernière au mois de décembre, donc ça fait 1 an que je commence à travailler dessus. Ouais. Et tu vois, on le tournera si tout va bien, parce qu'après tu descends. Le problème c'est ça, c'est que là par exemple on devait tourner en septembre 2022 et j'ai dû repousser à cause de la disponibilité d'un acteur, de l'indisponibilité d'un des acteurs. Donc ça m'amène en mars 2023. Tu dépends de plein de choses quand tu tournes un film, c'est que l'écriture, les décors, l'argent, le budget, la disponibilité, si tu tiens absolument à avoir tel chef-op et que c'est lui et personne d'autre que tu veux, et s'il n'est pas disponible à telle période, tu vas l'attendre, tel acteur, tu vas l'attendre. Donc ça t'attend beaucoup. Donc moi, si j'arrive à faire mon film en 2023, il sera passé que 2 ans et demi entre l'idée que j'ai eue et le tournage, c'est court. Ouais, c'est court. Il y a des réalisateurs, ils attendent 5 ans, 10 ans pour faire un film. Hein. Pardon, donc c'est pas... Mais oui, c'est long. Il faut toujours voir à longue échéance. Donc ça, c'est le premier projet, l'un de tes 2 gros projets. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, plus rapidement, c'est que je vais partir pour Fast and Furious 10. Ah, le retour. Le retour. T'étais sur le 6. Le 6. Le 6, et là, c'est... énorme franchise, budget colossal. Ouais, c'est l'équivalent d'un Bond, hein, on est dans les 250 millions. Ouais. Et là, ce sera pour réaliser les séquences d'action avec Justin Lin, qui est le réalisateur principal avec qui j'ai tourné sur le 6 déjà. Ouais. Et qui me confiera donc la fameuse 2e équipe, mais pas de tout ce qui est voiture, parce que les voitures, tout ça, ça sera Spiro Razzato, qui fait ça très bien depuis des années. Moi, je m'occuperai de toute la partie physique, encore une fois, bagarre, combat, donc, gunfight. Réalisateur, 2e équipe. C'est ça. Mais réalisateur, 2e équipe, ça veut dire que les fois où il y a les acteurs, principaux ou secondaires, qui sont là, quel est ton rôle dans ce cas-là? La chorégraphie, tout ça? Ça peut arriver, mais c'est rare. En général, ça dépend de l'entente avec les acteurs. En général, les acteurs principaux ne sont pas très ouverts à tourner avec un réalisateur 2e équipe. Ils préfèrent tourner avec le réalisateur 1re équipe. Ouais. Maintenant, s'il s'agit que d'action et que tu as un bon feeling avec eux, voilà. Mais ça veut dire que sur Fast and Furious 10, ton job, c'est réalisateur 2e équipe. Donc tu sors du domaine de compétences ou de responsabilité de chorégraphie. Non, parce que je fais ça en plus. Ah, ok. Donc je fais ça en plus. Je suis superviseur des cascades et réalisateur 2e équipe. Donc ce qui veut dire que lorsqu'il y a des cascades avec le rôle titre, notre ami Vin Diesel, c'est ça, toi, t'es coordinateur de ces cascades à lui. C'est ça. Mais attends, mais tu vas bosser pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois là, sur ce truc-là? Ouais, 6 mois à peu près, ouais. Tour du monde essentiellement Angleterre, et puis il y a 2 autres pays, mais pour l'instant, je ne peux pas trop dévoiler de choses. Bien sûr, ouais. Voilà, mais on va voyager un petit peu. Tu as à peu près 12 semaines de prépa là-dessus, sur des films comme ça, et puis tu as pareil 12-14 semaines de tournage. Et là t'embarques
ton équipe historique. C'est ça, Human Stunt, on s'appelle Human Stunt. Ouais. Et donc c'est la même équipe depuis 20 ans. C'est plus qu'une équipe, c'est plus que des collègues de travail. Pour moi, c'est mes frangins. Il y en a un qui est d'ailleurs le parrain de mon fils. Voilà, on se connaît très très bien, on se complète très très bien. Et voilà, c'est un vrai bonheur de bosser avec eux, quoi. Les amis, on peut lui souhaiter que du succès sur ce Fast and Furious 10 et puis bien évidemment sur ton premier film. Hein. Merci. Parce que franchement, si c'est aussi sympa que L'Arme Fatale, le premier, oui, mon favori, ouais. Voilà, qui était autant un drame stressant, noir qu'une comédie. Hein. Après, on est un peu tombé dans le burlesque, je trouve, après. Qui sait, peut-être qu'il aura Mel Gibson aussi dans son film. Hein. Qui sait, il ne me répond pas. Donc ce n'est pas lui, hein, c'est au moins que c'est pas lui. C'est déjà ça, plein de bonnes choses. On enchaîne pour la dernière séquence. Là, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Là, tu vas sortir ton film, tu vas être sur Fast and Furious, donc soit tu as la prod qui t'offre une nouvelle montre, ou alors il va bien falloir que tu marques d'un saut ton propre film. Tu as une idée de ce que tu pourrais t'offrir? Tu as 2-3 modèles qui te plaisent? Ou alors tu es devenu un Omega fan jusqu'au bout des ongles et voilà, non, Omega t'as capté? Non, je pense que déjà j'ai beaucoup de fierté de porter cette montre ou l'autre pour son historique et par rapport pour d'un côté affectif aussi. Ouais. Voilà. Après, purement esthétiquement aussi, il y a une montre que j'aime beaucoup, c'est une Submariner de Rolex, que je suis en train de voir. Ouais. Voilà. Donc je me dis que si je fais Fast, peut-être je me ferai plaisir avec ça. Ouais. Un modèle en particulier ou simplement le modèle au sens large? Parce qu'il y a plein de... Non, il y a un modèle en particulier, alors que je ne pourrais pas te donner, mais je sais qu'elle est sur fond noir chromé. Enfin, elle change, parce que si c'est le même genre, ce n'est pas la peine. Elle est radicalement différente de celle-ci. Et c'est vrai que je me dis, voilà, celle-ci, peut-être je me laisserai tenter, mais on verra. Parce que j'ai toujours quand même beaucoup de mal à mettre autant, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Voilà, je me dis que durement gagné et que je peux faire tellement autre chose avec cet argent. Que voilà, je suis pas sûr que je me l'achèterai. Mais voilà. Écoute, de toute façon, ce qu'on comprend et ce qu'on a compris, les amis, c'est que tu as des rêves, tu crois et tu es sûr qu'ils peuvent se réaliser si tu t'arraches. C'est quand même une sacrée philosophie de vie. Ah ouais. Ça, je le conseille à tout le monde parce que c'est voilà. Encore une fois, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais 2 James Bond, ça, je connaissais personne dans le cinéma. Genre, j'imaginais même pas arriver jusqu'à James Bond, mais je voulais juste faire du cinéma, tu vois. Et voilà où ça m'a amené. Parce que, et tu me disais tes années de sacrifice, mais pour moi à l'époque, c'était pas des sacrifices. C'était génial. Parce que je faisais ce que j'avais envie de faire. Et déjà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Faire du cinéma, c'est génial, mais ça peut être génial aussi de faire de la mécanique. À partir du moment où on fait ce qu'on aime, bien sûr, c'est génial. Donc moi, je fais ce que j'aime, et ça, c'est génial. Voilà. Vous avez bien compris que l'horlogerie, c'était une affaire de messages aussi. On a partagé des trucs super. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Xavier. Les amis, si vous voulez participer à Petite Montre entre amis, là, ça va être difficile. Franchement, si vous n'êtes pas cascadeur, comédien du prochain Star Wars, franchement, c'est pas la peine de m'écrire. Pour les autres, ils peuvent m'envoyer un message sur www.dailyshoes.fr avec la référence de votre montre, ce dont vous avez envie de parler. Et bien évidemment, vous êtes bienvenus. Avec Olivier, c'est une énième fois la démonstration que ce qu'il y a sur la chaîne, c'est des personnes, des anonymes. Personne ne le connaît, Olivier. Si tu veux, on mettra les références de Human Stunt, etc. si vous voulez voir ce qu'il fait. C'est un anonyme. C'est pas une vedette. Si vous avez regardé cette émission, simplement, c'est pour en savoir un petit peu plus sur ce milieu-là et de comprendre pourquoi il aime ses montres. Ce qui est important, c'est ce qu'on aime et pas ce qu'on sait. Là, c'est ce que je pense. C'est vrai. Les amis, je vous dis à bientôt. Merci encore, Olivier. Allez, ciao, ciao. Ciao.